La parole est à Monsieur le Président Vigier pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'acte 2, promis par le Président de la République il y a plus d'un an, n'a pas eu lieu. Quel dommage! Votre décision d'engager la responsabilité du gouvernement en est la démonstration incontestable. Pourtant, qu'avions-nous entendu à la suite de la mobilisation des Gilets jaunes? Que les décisions ne seraient plus prises de Paris, par Paris et pour Paris. Que le Parlement, le dialogue social et les millions d'hommes et de femmes qui servent nos territoires seraient enfin respectés. Il n'en a rien été. Au contraire, vous êtes aujourd'hui contraint de recourir à une procédure, Monsieur le Premier ministre, que vous dénonciez vous-même, vous rappeliez cet après-midi, lors du quinquennat précédent. Vous le faites non pas pour discipliner une majorité, mais pour faire cesser les débats et faire adopter une réforme des retraites qui porte en elle toutes les marques de l'échec de votre méthode. Je le dis avec d'autant plus de regret que je suis, comme d'autres membres de mon groupe, favorable au système par points, à condition qu'il réponde à plusieurs exigences, et en particulier celle de lutter contre les injustices qui caractérisent le système actuel et qui frappent aujourd'hui les femmes, les métiers pénibles, dangereux, les carrières hachées ou certaines professions indépendantes, et je pense en particulier aux agriculteurs. Elle constituait une opportunité unique de bâtir un système plus juste, avec l'extinction des régimes spéciaux qui présentaient l'inconvénient de lier les droits à un statut ou l'appartenance à une entreprise. Elle aurait dû permettre d'aligner les régimes publics et privés afin de cesser de les opposer constamment. Cette réforme devait avant tout créer un système de retraite nouveau, un système prenant en compte les profonds bouleversements qui ont transformé le marché du travail ces dernières décennies. Un système permettant de répondre aux aspirations des jeunes générations dont les parcours professionnels sont de moins en moins linéaires et qui réinvente totalement le rapport au travail qui a changé. Un système aussi qui préserve les caisses autonomes des retraites des professions libérales. Mais n'oublions pas, mes chers collègues, que le travail n'est pas qu'épanouissement. Le travail, ce sont aussi des vies de souffrance, des vies le dos courbé, des hommes et des femmes qui luttent contre le sentiment de ne plus s'appartenir pour ne pas perdre leur dignité. Cette réforme aurait dû consacrer cette réalité à travers une véritable prise en compte de la pénibilité, comme notre groupe n'a cessé de le demander. Elle aurait permis certainement de mieux prendre en compte le handicap, de mieux reconnaître l'engagement au service des autres, des parents pour élever leurs enfants, l'engagement d'un proche qui sacrifie tout pour aider un parent dépendant. Oui, une telle réforme aurait pu répondre à la promesse d'égalité et de justice, cette promesse de la France de demeurer fidèle à son idéal de progrès. Cette promesse, chers collègues, a le visage de Jean Moulin, lorsque le Conseil national de la résistance, du fond de l'adversité, imagine les jours heureux d'un peuple éreinté par la guerre et l'occupation. Elle a le visage d'un jeune ouvrier entré à l'usine à 13 ans comme apprenti métallurgiste lorsque son père est appelé au front. Oui, elle a le visage d'Ambroise Croizat, passé des fours d'une usine de Savoie à la rue de Grenelle et qui fut l'un des pères de la sécurité sociale, cette loi humaine et de progrès. Cette promesse, elle a enfin le visage apaisé de nos aînés qui ont acquis des droits au prix d'une vie de labeur ou celui reconnaissant de tous les Français que la solidarité nationale a permis de protéger des accidents de la vie. Cette promesse, elle n'a pas, Monsieur le Premier ministre, le visage d'une réforme aux contours flous et au contenu trop nébuleux, et ce, en dépit des avancées que contient le texte que vous engagez sur la responsabilité du gouvernement. Nous sommes face à un immense gâchis, et tous les syndicats le constatent, y compris la CFDT, dont on connaît l'esprit de responsabilité. Cet échec est avant tout celui de votre méthode. Je veux parler de votre méthode sur les retraites, avec une absence de visibilité sur le financement, sur la pénibilité, avec un recours sans précédent aux ordonnances, avec une étude d'impact bâclée
dont le Conseil d'État a dénoncé l'indigence. Pourquoi n'avez-vous pas voulu recourir au temps législatif programmé, comme le permet le règlement de l'Assemblée, et je l'ai demandé à la discussion générale? Pourquoi n'avez-vous pas pris l'engagement d'associer les groupes parlementaires pour l'élaboration des ordonnances? Je l'ai demandé à plusieurs reprises. Pourquoi prendre le risque d'une censure même partielle par le Conseil constitutionnel? Pourquoi n'avons-nous pas pris un mois de plus? 13 000 amendements en 15 jours, 40 000 amendements en 9 semaines. Pourquoi? Parce que, mes chers collègues, je vous dis ça avec beaucoup de tristesse, parce qu'il fallait faire adopter cette réforme avant les élections municipales. Le temps d'un parti, fût-il celui du maître des horloges, n'est pas celui d'un pays, en particulier lorsqu'il s'agit de légiférer pour les 50 prochaines années. La France avait besoin d'apaisement et de cohésion, et vous lui offrez la précipitation et la division. Alors que nous avons besoin d'unité, en particulier dans la crise sanitaire mondiale que nous vivons, à laquelle vous faites face pour le coronavirus, et nous sommes au rendez-vous de l'unité, Monsieur le Premier ministre. Cette réforme procède d'un pouvoir vertical qui cherche à imposer plus qu'il n'aspire à rassembler. Nous vous le disons avec d'autant plus de gravité que nous n'avons pas répondu à votre absence de méthode par l'obstruction parlementaire. 61 amendements pour le groupe Liberté et Territoires. Non, nous avons été présents et force de proposition. Monsieur le Premier ministre, l'immense majorité de notre groupe votera la censure sans s'enfermer dans aucun camp. Parce que ce vote est une condamnation de votre incapacité à créer les conditions de la confiance et une sanction claire, mes chers collègues, de l'abaissement du Parlement pour tout le monde auquel a conduit cette méthode. Le gouvernement échouera sur tous les plans s'il s'obstine à vouloir décider seul. La France n'est pas une start-up dont le conseil d'administration serait l'Élysée. Vous ne pouvez pas croire qu'un pays entier qui aime plus que tout autre vanter les chemins escarpés qu'il emprunte comme la marque de sa singularité, pouvoir être mis en coupe réglée du jour au lendemain. Si vous ne voulez pas nous écouter, écoutez les parlementaires de votre majorité qui se sont engagés alors qu'ils pensaient qu'ils allaient faire de la politique autrement. Écoutez-les, impuissants lorsqu'ils évoquent les poids de la technostructure et le mur des cabinets ministériels. Écoutez surtout les milliers d'hommes et de femmes qui, dans leur territoire, imaginent les solidarités et portent la croissance de demain. Écoutez les Français, Monsieur le Premier ministre, avec humilité. Ils attendent un tournant écologique, social et territorial que notre groupe vous demande depuis plus d'1 an. 3 chantiers majeurs, 3 chantiers ouverts par le Président de la République, érigés en priorité. Ils vous donnent l'occasion de répondre à cette attente. Le premier, c'est la prise en charge de la dépendance. Cette réforme, toujours repoussée, doit être globale, ne pas faire l'impasse sur la question majeure du handicap, doit entraîner l'adhésion des départements et des 11 millions d'aidants et être financée, sinon ce sera un nouveau rendez-vous manqué. Le second chantier sur lequel nous vous donnons rendez-vous, c'est le projet de loi décentralisation, différenciation, déconcentration. Laissez vivre la concertation que vous menez. Ne la limitez pas aux politiques de logement, de transition énergétique et des transports. Associez-y l'ensemble des acteurs concernés. Nous avons formulé 50 propositions. Il faut accompagner, mes chers collègues, une véritable révolution girondine. La France a eu besoin d'un pouvoir centralisé pour se construire. Elle a besoin maintenant de territoires forts pour ne pas se défaire. La loi 3D le permettra, j'en suis persuadé. Enfin, le dernier chantier, le plus urgent, Monsieur le Premier ministre, selon notre groupe, est celui de l'indispensable transition écologique. Ne pas répondre à cette urgence serait la pire des faillites, celle dont découleraient toutes les autres. Je pense à la détérioration des conditions de vie, de santé encore. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est au cœur des défis majeurs qui s'entremêlent. Il jette les populations entières sur la route, génère insécurité alimentaire, pénurie des matières premières, conflits, guerres, provoque l'effondrement des États et menace la paix. Rien ne se fera sans les territoires dans lesquels s'opère une véritable prise de conscience sur les effets du changement climatique. Ce sont les collectivités territoriales qui sont porteuses de projets écologiques concrets, innovants, ambitieux.
Osons un grand plan contre la précarité énergétique. Osons une simplification drastique des contraintes qui pèsent sur les projets environnementaux qui mettent 5 à 10 ans à se réaliser. Osons un grand plan industriel européen des énergies renouvelables pour que la transition écologique soit créatrice d'emplois. Osons donner aux régions des vraies responsabilités. Monsieur le Premier ministre, si vous n'empruntez pas cette voie, si vous n'opérez pas un changement radical de méthode, malheureusement, la France sera condamnée à l'impuissance. Changez vite et vraiment, car il n'est pas simplement question de vous et de la majorité. Cette méthode épuise la France, érode sa capacité à adhérer aux profondes transformations dont elle a pourtant besoin urgemment. Oui, changeons profondément pour un sursaut écologique, social et territorial qui seul pourra faire réussir la France. Merci, Monsieur le Président Vigier.